Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi 11 mars. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Sans plus tarder, voici les titres. Monaco a assuré pour la première fois de son histoire la présidence de la réunion du comité dédié à la surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour développer ce sujet, nous serons avec l'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès du Conseil de l'Europe. Le président de la Fédération des entreprises monégasques, la FEDEM, a organisé un point presse pour évoquer la situation économique, l'avenir des retraites ou encore la mobilité. Un exercice anti-incendie s'est déroulé ce matin sur le port de Fontvieille. Top départ du Printemps des Arts, plus d'une vingtaine de dates réparties dans 18 lieux différents. C'est ce que vous verrez avec notre invité, le directeur artistique du Printemps des Arts. L'Off-Road Club Monaco a organisé un atelier scientifique et culturel international. Cette conférence a rassemblé des experts scientifiques, des athlètes et aussi des acteurs institutionnels du bassin méditerranéen. Et nous vous présenterons une pièce qui se joue au Théâtre des Muses ce week-end, Momo, Petit Prince des Bleuets, un spectacle tendre et émouvant à découvrir en famille. Mais avant de développer ces titres, le Commonwealth et la Fondation Prince Albert II de Monaco lancent une alliance pour la protection de l'océan. Il faut savoir qu'un tiers de l'océan mondial placé sous juridiction nationale se trouve au sein du Commonwealth. Ce partenariat sera mis en œuvre dans le cadre du Commonwealth Blue Charter Project Incubator. Cet incubateur aide à développer des projets dans 5 domaines prioritaires: la réduction de la pollution marine, la restauration des écosystèmes, l'économie bleue, les pêcheries durables et le lien océan-climat. En basket, la Roca Team dans la tourmente a réussi à se qualifier pour la finale de Coupe de France en battant Nanterre hier au soir, 88-83. La finale se jouera face au Mans le 25 avril à l'Accor Arena. Il faut savoir que la demi-finale d'hier s'est jouée sans le coach Vassilis Panoulis qui, et c'est officiel, ne fait plus partie de l'AS Monaco Basket, une séparation d'un commun accord. Le club remercie Spanoulis pour la passion, l'énergie et le dévouement dont il a fait preuve au sein de l'organisation. En tennis, Valentin Vachereau et son cousin Arthur Rinderknecht se sont imposés cette nuit lors des huitièmes de finale du double à l'Indian Wells face à la paire Stefano Tsitsipas, Novak Djokovic. Les cousins se sont imposés en 2-7, 7-6, 7-5. Ils rencontreront en quart de finale jeudi dans la nuit le double composé des joueurs russes Rublev et Kachanov. Parlons diplomatie à présent. En prélude à la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe que la principauté assumera de mai à novembre prochain, Monaco a assuré pour la première fois de son histoire la présidence de la réunion du comité dédié à la surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est tenue du 1er au 4 décembre. La seconde réunion sur le suivi des arrêts de cette Cour a eu lieu cette semaine. Pour développer ce sujet, nous recevons l'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès du Conseil de l'Europe. Gabriel Revel, bonsoir. Bonsoir monsieur. Depuis que vous avez pris la présidence des réunions du comité des ministres dans sa formation Droits de l'homme, quel a été votre rôle concrètement? Quel est le rôle du président de cette réunion? Le rôle du président du CMDH, du comité pour l'exécution des arrêts, consiste à diriger les débats, à proposer l'ordre du jour et à trouver des compromis aussi entre les délégations sur les textes qui ne font pas l'objet d'un consensus. Et ensuite, le but aussi est de voir toutes les délégations en amont de ces réunions pour pouvoir faciliter justement la recherche de ce compromis. Quelle est l'importance pour Monaco de détenir cette présidence? Pour Monaco, l'important c'est le premier pas de notre phase vers la présidence du comité des ministres. Et c'est également la première fois que nous occupons cette fonction. Et c'est l'illustration, il me semble, de la responsabilité collective qui incombe aux États membres dans le cadre de l'exécution des arrêts. Quelles ont été les complexités pendant ces 3 premiers mois de présidence du CMDH? Alors, les complexités résident dans le fait que nous avons à traiter des affaires qui sont assez complexes. Et donc, par conséquent, il est assez difficile de pouvoir avoir des avancées très considérables dans un certain nombre d'affaires. Et aussi de devoir gérer les tensions qui peuvent exister entre les délégations sur ces affaires au vu de leur sensibilité. Quels ont été les grands dossiers abordés pendant ces réunions? Alors, tout d'abord, nous avons permis, depuis novembre que nous occupons cette fonction, la clôture de 317 affaires. Nous avons examiné 82 affaires et parmi celles-ci, il convient de souligner le premier examen de l'affaire interétatique Ukraine-Pays-Bas contre Fédération de Russie, qui concerne l'explosion du vol MH17 et aussi les conséquences sur les droits de l'homme dans les zones occupées par la Fédération de Russie. Donc ça a été le premier examen et qui a permis de aussi donner un focus sur la question des droits des enfants déplacés de force. Ensuite, nous avons traité d'affaires qui reviennent
systématiquement, comme des affaires qui concernent la Turquie, d'autres sur le conflit entre Chypre et la Turquie, et d'autres affaires comme celle sur le système constitutionnel en Bosnie-Herzégovine avec Sejdić-Finci par exemple. Et puis il faut savoir qu'en mai prochain, vous prenez la tête du comité des ministres du Conseil de l'Europe. En quoi ça consiste ? Alors c'est un rôle similaire de diriger les débats, de préparer l'ordre du jour, mais cette fois-ci ça ne se limite pas à l'exécution des arrêts, mais à la gestion en fait, des 3 piliers de l'organisation, c'est-à-dire le droit de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. Et donc notre rôle est aussi d'arriver à faire avancer l'organisation sur ces 3 piliers pendant le semestre qui nous incombe. Pour finir, est-ce que le conflit actuel au Moyen-Orient est au cœur des débats du Conseil de l'Europe ? Alors le conflit au Moyen-Orient ne nous occupe pas directement parce que les États qui en font partie ne sont pas membres de l'organisation. Toutefois, certains États ont été touchés par des attaques iraniennes, notamment la Turquie, l'Azerbaïdjan et Chypre. Donc forcément, on ne peut pas rester indifférent à ce qui s'y déroule. Et le secrétaire général a publié un communiqué sur ce sujet où il a souligné surtout la remise en question du droit international à travers ces attaques. Gabriel Revel, merci. Merci beaucoup, monsieur. La Fédération des entreprises monégasques a souhaité évoquer plusieurs dossiers majeurs qui occupent aujourd'hui le devant de la scène en principauté à l'occasion d'un point presse. Situation économique, avenir des retraites ou encore mobilité, autant de sujets qui suscitent débat et réflexion. Un tour d'horizon de ces enjeux avec Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. La principauté figure toujours sur la liste grise du groupe d'action financière, une situation qui entraîne des contrôles et des exigences de conformité renforcées pour les entreprises monégasques. Elles doivent alors s'adapter à ces nouvelles procédures. Les procédures, les contrôles sont bien plus renforcés que dans d'autres pays européens. Ça nous pose un problème de compétitivité des coûts, puisque nous devons embaucher des compliance officers dans de nombreuses sociétés monégasques, y compris même des agences immobilières, y compris dans d'autres sociétés. Et les modèles économiques ne sont pas forcément prévus pour cette contrainte très très lourde qu'ont découverte et subie les entrepreneurs monégasques. Nous attendons que le gouvernement mette en place un chemin clair pour sortir de cette liste grise, trouver les moyens politiques et techniques, y compris en lobbying, pour se faire sortir le plus rapidement possible de la liste du GAFI et ensuite de la liste de l'Union européenne. À Monaco, la situation de la Caisse autonome des retraites suscite des inquiétudes pour les années à venir. Avec un vieillissement de la population, la principauté devra anticiper afin de garantir la pérennité du régime. Comme les retraites sont calculées sur les salaires, il faudra toujours plus de salaires. Donc l'hypothèse a priori retenue par le gouvernement et par le groupe est plutôt une hypothèse aux alentours d'une croissance de salaire de 1,5% qui nous amènerait à environ 125 000 salariés en 2070. Donc ce qui revient à un doublement quasiment de la population actuelle. Donc aujourd'hui, nous autres fédérations patronales attirons l'attention sur cette situation à très long terme. Et nous demandons, comme il y a eu, lorsqu'il y a eu un souci de logement pour les nationaux, un plan logement a été mis en place. Nous pensons qu'aujourd'hui, il serait bien qu'il y ait un plan emploi mis en place pour raisonner au long terme. Face à des axes routiers régulièrement saturés, les réflexions se multiplient pour fluidifier les déplacements. Parmi les pistes évoquées pour l'avenir, la construction d'un métro. Peut-être un métro. La fédération patronale a décidé de financer l'étude de faisabilité. Elle sera dévoilée à la fédération au mois d'avril. Ensuite, nous communiquerons, une fois que nous aurons des points précis, des budgets d'investissement, des budgets de fonctionnement précis établis par un cabinet réputé à l'échelle européenne. Les 3 pays, la France, l'Italie, Monaco, seront impliqués. Il est temps de prendre le taureau par les cornes et de retrouver une avance que Monaco a eue par le passé, de telle manière à retrouver un siècle de circulation, de mobilité garantie, de telle manière que nos salariés apprécient de venir bosser à Monaco et ne refusent plus, comme certains, de venir travailler à Monaco, parce que c'est trop long. 1h30 pour faire Nice-Monaco, c'est inadmissible. Monaco fait face à plusieurs enjeux majeurs, des dossiers qui alimentent les réflexions et les débats de la FEDEM, avec un objectif clair, préparer l'avenir de la principauté. Si vous avez repéré des pompiers en pleine intervention sur le port de Fontvieille ce matin, pas de panique, il s'agissait d'un exercice.
Au moins une fois par an, la Société d'exploitation des ports de Monaco organise une fausse intervention pour travailler la cohésion entre les différents acteurs. Regardez le scénario de ce matin dans ce reportage signé Alban Gingembre et Thomas Deus. Imaginez un navire en feu au port de Fontvieille avec une victime intoxiquée et une autre qui manque à l'appel. Un scénario qui pourrait être vrai pour s'y préparer, exercice grandeur nature. Oui, port de Fontvieille, on a un départ d'incendie dans le bateau Red Sail. Je pense dans la cabine, mais on ne comprend pas d'où viennent les flammes. On est deux sur le bateau, moi et un copain. Over. À partir de là, la levée de doute est réalisée. La capitainerie appelle les pompiers et puis ensuite on est là pour accueillir les premiers secours et donner le maximum d'informations. Il faut chacun trouver sa place, connaître son rôle et respecter précisément les procédures. Différents acteurs entrent alors en jeu, pompiers, policiers, direction des affaires maritimes et société d'exploitation des ports de Monaco doivent travailler ensemble pour intervenir le plus efficacement possible. Ça permet de travailler les automatismes au niveau des personnels, donc les automatismes de mise en œuvre des différents matériels et surtout des automatismes en termes de commandement. Donc le tout c'est de bien coordonner tous ces moyens, à la fois les moyens terrestres et les moyens nautiques, puisque là il y a quand même deux gros secteurs et il faut que tous ces moyens soient coordonnés pour optimiser et pour essayer de pouvoir procéder à l'extinction et notamment à la recherche de la victime. Les ports de Monaco sont confrontés à 2 ou 3 départs de feu par an. Un chiffre peu alarmant, les équipes d'intervention se tiennent malgré tout prêtes à intervenir. C'est parti pour plus d'un mois de concerts un peu partout en Principauté avec la nouvelle édition du Printemps des Arts. La première date aura lieu dès ce soir 20h et nous parlons de tout cela avec le directeur artistique du Printemps des Arts, Bruno Mantovani. Bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle édition du Printemps des Arts. Quelle va être la couleur, l'atmosphère, l'âme de cette édition ? L'âme de cette édition, c'est toujours un équilibre savant, si je puis dire, entre le plaisir de la musique, le plaisir du premier degré artistique, et puis aussi le plaisir d'apprendre, le plaisir de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles œuvres, de nouveaux concepts, de nouvelles créations aussi. Donc c'est à la fois un festival qui nous rassure et qui est là pour nous surprendre, pour nous bousculer aussi, avec un fil rouge cette année qui est celui de l'instrument, c'est-à-dire comment l'instrument de musique est un facteur d'évolution de l'esthétique, comment l'évolution de la lutherie a permis aux compositeurs aussi de créer de nouveaux langages musicaux. Donc on va se poser la question de savoir ce qu'est vraiment un violon, ce qu'est un saxophone, ce qu'est un accordéon, donc tous ces instruments qui nous paraissent standardisés mais en fait qui sont le résultat d'une histoire. Et plus d'une vingtaine de dates sur 18 lieux différents. Commençons par les lieux où va-t-on pouvoir découvrir les événements du Printemps des Arts, sans bien sûr tous les citer, mais peut-être les plus emblématiques ou les nouveautés ? Alors dans les lieux traditionnels, évidemment l'opéra, évidemment l'auditorium, évidemment le théâtre des variétés, le One, mais aussi des lieux nouveaux, notamment la collection de voitures de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, qui est un lieu à l'acoustique résonante et qui m'est flatteuse et qui nous permet aussi de créer un itinéraire entre musique et cette collection automobile absolument fantastique. Quant au rendez-vous, plus de 20 dates, de ce mercredi jusqu'au 19 avril, de quoi avez-vous envie de nous parler ? De quels événements ? C'est difficile de choisir un événement parce que je suis compositeur, donc je bâtis mon festival comme je bâtis une œuvre, c'est-à-dire avec une logique, un début, un milieu, une fin. Et donc, c'est presque cet itinéraire entier qu'il faudrait écouter. J'ai un peu du mal à choisir une date ou une autre, mais il faut surtout, je pense, soutenir la création. Il y a beaucoup de spectacles qui vont être donnés en première mondiale à Monaco, avec Claudine Simon, avec le collectif Caravaggio. Et je voudrais vraiment que le public habituel du Printemps des Arts se rende à ces événements parce que je pense qu'il va y avoir des rencontres artistiques très fortes entre la philosophie, la musique, les arts plastiques pour Claudine Simon, et puis en ce qui concerne Caravaggio par exemple, entre les musiques savantes et musiques improvisées. C'est complexe de trouver les artistes qui rentrent dans le cadre du Printemps des Arts et de les regrouper sur cette période de l'année. En résumé, quelles sont les complexités d'organiser un Printemps des Arts ? Printemps des Arts, c'est avant tout un festival d'œuvres, plus que d'instrumentistes. Donc, il faut déjà choisir les œuvres, savoir ce qu'on a envie de faire entendre, pourquoi on veut faire entendre, pourquoi on met
dans le même concert, par exemple le concert d'ouverture, de la musique de la Renaissance et de la musique contemporaine. Et finalement, ensuite, les interprètes, on les trouve assez facilement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui relève de l'évidence. Donc, c'est en effet un jeu de construction, un Lego, parmi lesquels se dégagent des figures. Cette année, Jean-Frédéric Neuburger, qui donne 4 concerts, qui est un pianiste, compositeur absolument hors du commun. Vincent David, la star du saxophone, en classique et contemporain. Ou les quatuors d'Annel et Mosaïque, qui ont droit, eux aussi, à des coups de projecteur bien particuliers. Avec la première date, ce mercredi, aujourd'hui, à l'église Saint-Charles, à 20h, qu'est-ce que l'on va découvrir ? On va entendre la musique des 2 grands madrigalistes, c'est-à-dire compositeurs de madrigaux, ce genre poétique de la Renaissance, pour les voix seules, accompagnées discrètement par quelques instruments d'époque, confrontés au duo d'accordéon Xamp, qui est un duo qui a travaillé sur de nouveaux accordéons, des accordéons qui peuvent donner des notes qui sont entre les notes habituelles du piano. On connaît do, do dièse, ré, bien là, il joue des notes un petit peu plus petites encore, ce qu'on appelle les quarts de ton. Et donc, on va voir comment un continuum peut se créer entre la musique ancienne et la musique contemporaine. Et demain jeudi, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, à l'Auditorium Régnier 3, là pareil, qu'est-ce que l'on découvre ? Une découverte radicale, puisqu'il y aura une création mondiale d'un concerto pour piano par Jean-Frédéric Neuburger de Marc Monet, l'ancien directeur du festival pendant 19 ans, donc on est ravis de réaccueillir en principauté, au milieu d'une œuvre de Stravinsky que nous entendrons 2 fois, une fois dans sa version pour quatuor à cordes et une fois dans sa version pour orchestre. Stravinsky a transcrit cette œuvre. Et puis Claude Debussy, la luxuriance de l'orchestre pour terminer, donc un programme à la fois patrimonial et très axé sur la modernité. Et pour le reste des dates, vous pouvez tout retrouver sur le site du Printemps des Arts. Bruno Mantovani, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Direction le musée océanographique où l'Off-Road Club Monaco a organisé ce mercredi un atelier scientifique et culturel international inédit. Cette conférence a rassemblé des experts scientifiques, des athlètes et aussi des acteurs institutionnels du bassin méditerranéen. Le reportage de Frédéric Hélion sur des images de Lionel Bernardi. La principauté de Monaco a toujours été un carrefour unique entre héritage historique et esprit d'innovation. Ce mercredi, l'Off-Road Club Monaco organisait, via son comité académique et scientifique permanent, une conférence au musée océanographique. Esprit de ce rendez-vous, évoquer les liens entre patrimoine, environnement, sport et innovation. Noi abbiamo organizzato questo evento per promuovere tutti quelli che sono i grandi valori del Principato di Monaco, soprattutto la cultura, l'identità culturale, l'heritage. L'Off-Road Club si occupa di tutti gli sport, multisport, ma fondamentalmente promuove tutto quello che è all'aria aperta, cioè sport all'aria aperta, non sull'asfalto, ok? Ma soprattutto nella sostenibilità. Oggi perciò durante il workshop scientifico affronteremo molti temi della storia, la geopolitica, ma sempre con una visione verso un approccio off-road, perciò fuori dagli schemi, ma che comunque nasce dalla consapevolezza del passato e della nostra forza che viene dal fatto della conoscenza. De nombreux intervenants se sont succédés lors des différents discours et workshops, des personnalités de la principauté, experts scientifiques, des athlètes et aussi des acteurs institutionnels du bassin méditerranéen. En bref, l'association Les Femmes Leaders Mondiales Monaco a organisé une conférence mardi à l'Auditorium Régnier 3. La thématique, le futur est dans l'espace, avec 2 intervenants de la société SSI, Space System International, Nathalie Murin et Bar Saigoun. Tous 2 ont présenté les défis de demain, les innovations, et ont permis ainsi de mieux faire comprendre les satellites de leur conception jusqu'à leur lancement en orbite. Momo, Petit Prince des Bleuets, au Théâtre des Muses ce week-end. Cette pièce met à l'honneur l'amitié et le pouvoir des livres. Il s'agit de la rencontre inattendue entre un jeune garçon et un instituteur à la retraite. Un spectacle tendre et émouvant à découvrir en famille. Présentation dans ce reportage de Christina Petit-Homel et Lionel Bernardi. Pour Momo, l'été s'annonce long dans la morose cité des Bleuets. Mais son inscription à la bibliothèque va tout changer. Il y rencontre Monsieur Édouard, un ancien instituteur fantasque qui le surnomme aussitôt Petit Prince des Bleuets. Moi, ça me fait trop du bien de jouer ce personnage. Déjà parce que c'est la première fois que je joue un enfant. J'ai l'impression d'avoir aussi la distance nécessaire pour le jouer.
Mais du coup, ouais, ça me fait du bien parce que j'ai l'impression de revenir aussi à des émotions primaires, à de la sincérité aussi. Gabriel, il voulait aussi que je sois toujours très enjoué au début, toujours très excité, très vrai en fait en tant qu'enfant. Et ça fait trop du bien en tant qu'acteur d'enlever tout vice entre guillemets et de revenir à une innocence. Donc c'est super. Au fil de leur échange autour des livres, une amitié sincère et intergénérationnelle va naître. Adaptée du roman de Yael Hassan, la pièce célèbre le pouvoir des romans, capables de créer des ponts entre les générations et d'ouvrir de nouveaux horizons. Un spectacle qui parle de tolérance aussi. Et je pense que c'est aussi un spectacle qui parle d'inclusivité. On en a besoin en ce moment, donc je pense que ça fait toujours du bien. Oui, et aussi de relations entre les générations aussi. Ça, c'est important, de transfert de connaissances et de littérature aussi, par le biais de la lecture, mais pas seulement, aussi par le biais des échecs. Et voilà. Ça parle à tout le monde, ça parle aux jeunes, et ça parle aux moins jeunes, ça parle aussi de maladies, et ça touche un peu aussi les moins jeunes quand même. Et je sais que quand on a joué à Avignon cette année, il y avait toutes sortes de publics, on touchait tout le monde. Donc c'est ça qui était intéressant, on peut toucher les plus jeunes et les plus âgés. Sur scène, 3 comédiens donnent vie à ce récit délicat entre humour et émotion. Momo, Petit Prince des Bleuets, sera à découvrir au Théâtre des Muses en famille ce samedi à 16h30 et ce dimanche à 11h. Avant de se quitter, sachez que dans le cadre de la préparation spirituelle du prochain voyage apostolique en principauté du Saint-Père, le pape Léon XIV, une messe sera diffusée en direct sur Monaco Info demain à 18h30 depuis la cathédrale. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont consacrées à la simulation incendie dont nous vous avons parlé dans cette édition et qui s'est déroulée au port de Fontvieille ce matin. À suivre, la météo de Christine Datomel et le magazine Asphalte de Vanessa Dessy. Le Yacht Club de Monaco a ouvert ses portes pour l'essai de la Mini Aceman John Cooper Works, une petite citadine 100% électrique. Ce journal est terminé, on se retrouve jeudi pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt, au revoir. Bonsoir à tous. Demain sur Monaco, une journée partagée entre éclaircies et nuages. Le soleil dominera largement le matin avant l'arrivée malheureusement de passages nuageux, parfois un peu plus denses dans l'après-midi. Côté température, elles resteront comprises entre 10 et 15 degrés dans une ambiance globalement douce pour la saison. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Justines, un prénom qui signifie juste ou équitable. Une belle citation à retenir de Blaise Pascal. La justice sans force est impuissante, la force sans justice est tyrannique.